Bonjour à vous à la maison et bienvenue à Sport-Neuf Laval. On espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on vous a préparé toute une thématique, c'est-à-dire la violence dans les sports de combat. Et on a l'honneur de recevoir avec nous Normand Grimard, propriétaire et entraîneur du club de boxe Sparmax. Bonjour Normand. Bonjour. Salut. Comment Bonjour. Ça va? Ça va super bien, merci vous. Oui, ça va bien. Alors Normand, dans notre thématique de la semaine, donc la violence dans les sports de combat, on aurait aimé savoir, Michel et moi, toi en tant qu'entraîneur, quelle est ta première préoccupation envers un athlète pendant un combat? Bon, pendant un combat, c'est sûr que l'athlète en partant doit être bien préparé pour compétitionner, pour mettre les gens qui sont prêts là, à compétitionner. Sinon, ça peut causer un problème là, s'ils sont pas assez bien préparés, puis il leur manque des outils. S'il y avait un certain niveau dans les compétitions plus avancées, il faut que l'agent soit vraiment prêt pour ça. Au niveau de la... Tu sais, on parle beaucoup des sports de combat, la violence, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de protéger les jeunes. Il y a aussi un encadrement qui fait justement pour peut-être réduire ou diminuer les impacts. Oui, mais c'est ça. Au niveau de... Si on regarde pour la boxe olympique, si on regarde dans ce sport-là, on peut regarder à première vue d'ensemble que oui, c'est un sport violent, mais en réalité, au niveau dans les compétitions pour les jeunes et tout, les arbitres, ils font vraiment attention. Ils sont là pour protéger le combattant. Fait que des fois, il y a un coup qui rentre, même si le jeune n'est pas ébranlé ou quoi que ce soit, ils vont donner tout de suite un compte. Le jeune ne perd pas de points au niveau là, à cause du compte, mais... Ça, c'est dans le système là, qui comptait les points et tout. Maintenant, ça va changer avec le nouveau système de 10 points. Okay. Et donc, ils vont laisser la chance aux jeunes de voir après ça qui est correct avant de continuer et tout. Okay. C'est quand même sécuritaire. Donc, il y a quand même de grandes différences entre la boxe professionnelle, peut-être, et la boxe olympique, justement, où la plupart des jeunes vont faire leur entrée dans ce sport de combat qui est la boxe par la boxe olympique. Oui, c'est ça. Au niveau des athlètes, il faut qu'ils apprennent à rouler les coups pour justement pas avoir d'impact, faire des commotions cérébrales. Parce que si on regarde dans les sports en général, il y a beaucoup plus de blessures et de commotions au football et au hockey qu'il y en a à la boxe. OK. La différence, c'est que je dirais, au niveau de la boxe, les gens sont préparés, comme je disais tantôt, il fallait être prêt, donc ils sont préparés à rouler les coups, à recevoir pour pas encaisser le coup directement avec puissance, mais rouler pour enlever la puissance sur les coups, puis on s'en attend un peu. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir des coups qu'on voit pas, puis c'est là qu'on peut arriver comme à la boxe professionnelle, qu'on voit des KO, des trucs comme ça. Mais au hockey, le jeune, quand il va chercher la rondelle dans la bande, puis qu'il se fait plaquer dans le dos, il rentre la tête la première, ça, c'est de la violence. C'est ce que j'appelle la violence. C'est pour ça que, pour moi, la boxe, c'est un sport de combat, de contact, mais c'est pas un sport violent en tant que tel. Si on comprend Puis c'est pas non plus de la violence gratuite. Hein? C'est pas ça, justement. exactement. Donc, dans la réalité du sport, il y a un combat, mais c'est pas nécessairement de coups salauds ou de... Non, c'est ça. Mais il peut y en avoir aussi. Ouais. Mais aussi, on peut voir, exemple, au hockey, le jeune va lâcher les gants, puis ils vont se battre. Mais là, ils n'ont même pas de gants. Ils n'ont pas de gants. Souvent, ils n'ont pas de protecteur. Et puis, c'est encore plus dangereux. On peut dire que quand on est bien équipé avec un casque et puis qu'on sait comment aussi rouler ou bloquer les coups correctement pour pas que ça fait mal. Là, okay. Dans l'approche, dans la préparation, justement, dans le développement du jeune, il y a justement ça. Il y a une préoccupation à essayer d'aller chercher, d'éviter les coups ou de diminuer l'impact du coup. Donc, souvent, tu sais, on a l'impression que le boxeur se fait cogner, mais il y a quand même une action... Une partie qui est volontaire de la part de l'athlète. Oui. C'est sûr que la première chose qu'on apprend, donc, c'est de bloquer. Fait qu'il bloque les coups et rouler pour pouvoir diminuer l'impact, la force de l'impact. Et après ça, par la suite, on peut commencer à esquiver les coups. Fait qu'une fois qu'on s'est bloqué, on peut esquiver. Fait que donc, en fin de compte, sur tout ce qui nous touche, des fois, si je regarde l'exemple, par exemple, Kevin Alexandre, qui fait de la boxe, je veux dire, j'ai posé la question tantôt juste avant, j'ai demandé... Tu t'es déjà fait ébranler, tu t'es déjà fait... il dit peut-être 3 coups dans toute sa carrière, vraiment, qu'il a senti un peu que ça l'a ébranlé, puis le restant, c'était tout roulé, c'était tout bloqué, ou... Fait que c'est... Parce qu'il est bien préparé. C'est ce qui fait la différence. Une bonne progression au niveau de ses compétences, ses habiletés techniques aussi. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que l'espèce d'image ou l'étiquette qu'on appose à la discipline de la boxe, est-ce qu'on peut dire qu'elle est un peu
pas corrompue, mais qu'elle est pas véridique, là. Ben oui, c'est un peu ça, parce qu'on regarde, comme je dis, au niveau des différents sports. J'ai regardé sur Internet, juste pour la curiosité, quand j'ai eu la thématique de la rencontre d'aujourd'hui, je regardais un peu sur Internet qu'est-ce qui se passe, puis j'ai tombé sur un site des top 10, les sports violents. Puis le premier, c'était le hockey que j'ai trouvé sur le site. Il me disait à cause qu'il y avait plus de blessures, de commotion cérébrale. Il y avait aussi, après ça, le rugby. Puis après ça, on a tombé en martiaux mixtes, qu'on s'entend que là aussi, ben là, il y a les coups de poing, coups de pied, coups de genoux, coups de coude au niveau professionnel. Exactement, là, au niveau des qui est un peu plus... MMA, que c'est ça. Encore là, les gens sont préparés pour ça, mais ça demeure un sport de contact. Exactement. Dans la progression ou dans la préparation des jeunes, j'imagine justement, à quel âge est-ce qu'un jeune peut commencer à s'intéresser à la boxe? Puis à quel âge est-ce qu'on va justement, tu sais, il y a une préoccupation, je pense, au niveau des parents. Les parents, par rapport, puis on parle de la boxe, mais tu parles du hockey, du football, tu sais, par rapport à l'effet long terme sur la santé. Maintenant, exemple, nous, à l'Académie Supermax, on prend les jeunes à partir de 8 ans. Et puis, c'est la boxe récréative. Je dirais à 90-95 des gens le font pour la mise en forme. Tout le monde peut boxer sans se blesser. Il n'y a pas personne qui sort avec un mal de tête ou qui sont... Puis les blessures sont tellement rares à ce niveau-là. J'ai des jeunes qui jouent au basketball, ils reviennent avec une cheville cassée ou... tu sais, c'est non, mais c'est ça. Ça arrive pas tout le temps en boxe. C'est ça. Puis à la boxe récréative, dans le fond, c'est que les jeunes apprennent à boxer pour aller toucher l'adversaire, pour apprendre tous les mouvements, apprendre les règlements et tout, sans aucune blessure. Fait qu'il n'y a personne qui sort de là avec un mal de tête ou qui se sont fait couper ou blesser ou quoi que ce soit. Puis les parents, quand ils voient ça, ils prennent confiance. Ils disent « Ah, bien, la boxe, c'est pas si pire que ça. » C'est sûr, quand on regarde les professionnels à la TV, ça donne une autre image. Mais encore là, pour se rendre là, les gens ont les techniques nécessaires pour justement c'est ça, meilleure préparation. Exactement. Meilleure préparation, soit mentale, soit côté conditionnement, côté technique aussi. Okay. Et aussi, je suis contente de voir que, comme tu l'as mentionné au début, l'arbitre a un rôle très important à jouer là, dans le match de boxe. Là, exactement. Les arbitres sont là pour protéger les combattants. Fait que donc, de l'instant qu'ils voient qu'ils sont en danger, ils vont donner des comptes, ils vont s'occuper ils vont faire leur job, dans le fond, qui est de protéger le combattant. Ça, c'est le premier critère d'un arbitre. Okay. Ouais. Donc, on va dire, pour conclusion, la boxe, ce n'est pas un sport si violent que ça. Merci beaucoup, Normand, d'avoir été là. Merci ça nous a fait plaisir aussi. Bonjour, ici Laurence Coutu pour les nouvelles sportives. Au baseball, 7 récompenses au Gala provincial de Baseball Québec. Laval a rapporté 7 méritas lors des assises annuelles qui se tenaient le 15 et 16 novembre dernier à Québec. 2 formations locales ont été récompensées, soit les Expos de Laval-Nord et les Blue Sox de Delta. En saison régulière, les Expos ont eu 17 victoires, 2 défaites et 1 match nul, soit une saison exceptionnelle. Les Blue Sox, eux aussi, ont bien fait en saison régulière et ont triomphé lors des championnats régionaux et provinciaux. Baseball Laval comptait pas moins de 6 nominés chez les joueurs par excellence lors de la dernière campagne. Baseball Laval est donc très fier de tous ses nominés et ses gagnants. Bonjour. Alors, cette semaine, on vous parle de boissons, les boissons vitaminées, énergisantes et toutes les sortes de liquides qu'on nous vend sur le marché. Alors, c'était la première fois que j'avais à faire des recherches là-dessus, en fait, et j'ai trouvé que, finalement, on nous vend de la couleur. Hein? J'avais l'impression un peu de magasiner un arc-en-ciel. Et c'est probablement ce qui se passe. Les gens choisissent leur boisson en fonction de l'humeur. Ah, ce matin, je fais le jaune, je fais le rouge ou je fais le bleu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, finalement? J'ai été assez surprise. C'est que les apports en vitamines de ces boissons-là dépassent facilement les apports recommandés et même des fois les apports maximales tolérables. Donc, on a des 300 % de vitamine B12, des 150 % de B5, des 250 % de vitamine C. Alors, on nous vend de l'eau avec plusieurs suppléments de vitamines et du sucre. Si on regarde la quantité de sucre, une bouteille peut aller jusqu'à 5 à 6 carrés de sucre facilement. Alors, donc, c'est de l'eau sucrée avec de la couleur dedans. Et finalement, si on boit ça pour la santé, bien, on se trompe un peu, hein, parce que c'est pas vraiment une solution santé. Pour une solution santé, si vous avez besoin d'eau et des vitamines, vous n'avez qu'à prendre finalement de l'eau dans un pichet et d'y mettre des fruits,
des fruits congelés, des fruits qui restent. Vous le mettez dans votre pichet. Le lendemain, vous faites infuser ça, puis ça va être une belle eau vitaminée que vous allez avoir des saveurs différentes à chaque jour. Vous allez pouvoir aussi, si vous voulez, mettre des épices dedans et changer la saveur. Et il n'y aura pas de dommages pour vos reins, parce que c'est sûr que quand on prend plusieurs millilitres de vitamines par jour qui sont non nécessaires, ça finit par être nos reins qui métabolisent tout ça. Hein? Alors, si vous voulez une boisson réhydratante pour le sport, sans vous causer de dommages aussi, finalement, vous n'avez qu'à mettre un petit peu de jus d'orange dans ça, un quart pour la valeur de votre liquide, et vous allez avoir une bonne solution réhydratante avec le potassium dont vous avez besoin pour faire des randonnées ou faire du sport durant de longues heures. La troisième catégorie de boissons qu'on retrouve sur le marché sont les boissons énergisantes. Alors, là, c'est vraiment... j'ai été très surprise. Les taux de caféine qui peuvent être dans ces boissons-là peuvent aller autour de 5-6 cafés. J'ai même trouvé des boissons jusqu'à 1800 mg de caféine quand on parle des gros formats. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas que la caféine dans ça. Il y a de la guarana, et ça aussi, c'est un grain, mais qui est 2 fois plus caféiné que le café, en fait. Et on a souvent, il y a des vitamines en plus, mais aussi de la taurine, qui est un acide aminé dont on n'a pas tellement besoin ici dans notre alimentation nord-américaine, mais quand il est utilisé comme ça à grosse dose, peut causer des problèmes d'hyperactivité. Alors, pourquoi on met tout ça dans les boissons? Bien, selon moi, c'est certain qu'à quelque part, ça crée un high, oui, mais il y a un effet rebond assez important. Hein? Après quelques heures, on en a besoin encore. Alors, ça crée une dépendance. Et la dépendance, elle est encore plus pernicieuse dans le sens que c'est les jeunes qui sont ciblés par ces boissons-là. Et les jeunes utilisent ça peut-être pour changer le goût de l'alcool, pour pouvoir boire plus d'alcool sans avoir les facultés affaiblies. Alors, c'est certain que c'est pas des légendes urbaines. On a des ados qui ont des problèmes cardiaques, des troubles de sommeil, des troubles de l'humeur. C'est sûr que l'adolescence, c'est en soi, c'est déjà c'est proche du trouble de l'humeur. Alors ça, c'est rien pour aider. Alors, si vous commencez à boire ceci à 15 ans, bref, ce qu'on vous vend, c'est une bonne insuffisance rénale autour de 40 ans. Et je ne suis pas la seule à le dire. Les professionnels de la santé s'entendent tous pour dire que la vente de ces produits-là devrait être mieux encadrée par Santé Canada, surtout parce qu'ils ciblent le marché des jeunes. Alors, si ça vous tente d'avoir plus d'informations là-dessus, vous pouvez aller voir mon blog et quelques détails de plus au sujet des boissons énergisantes et de l'impact sur la santé des jeunes. La semaine prochaine, changement de ton, on va se faire plaisir, hein? Noël arrive, alors je vous parle de biscuits. C'est ce que le Père Noël a besoin pour être ravitaillé dans nos maisons, n'est-ce pas? Alors, bonne semaine! Pour le patinage, 8 patineurs au sein de l'équipe du Québec. Les patineurs de 2 clubs locaux, soit l'Arme d'Argent et Laval, sont illustrés au championnat de section A aux provinciaux qui était tenu à Sherbrooke. 7 athlètes ont donc été placés sur l'équipe du Québec. Pour se tailler une place dans la compétition et faire partie du défi de l'Est et de l'Ouest, il fallait que les patineurs terminent parmi les 8 premiers de chaque catégorie. La compétition sera présentée du 3 au 7 décembre à Pierrefonds. Les 8 patineurs lavallois tenteront de s'illustrer au défi de l'Est et de l'Ouest. Ils chercheront à impressionner les juges afin de se tailler une place parmi les 18 premiers pour faire partie de la compétition Canadian Tire 2015. La compétition se tiendra à la mi-janvier au centre Rogers Key en Ontario. On leur souhaite donc bonne chance. Notre invité athlète de la semaine se nomme Kevin-Alexandre Grimard. Il est boxeur, âgé de 18 ans. On a eu des informations un petit peu compromettantes à son sujet, nous disant qu'il a commencé la boxe lorsqu'il portait encore des couches. Donc, c'est un honneur de le recevoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Kevin. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va, toi? Yes, super. Alors, Kevin, j'ai oublié de mentionner que tu as remporté 2 fois les gants dorés. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu dirais que c'est l'une de tes plus grandes réalisations? Oui, c'est le championnat provincial. Ça m'a permis d'être sur l'équipe du Québec aussi. Puis, ouais, c'est un de mes plus grands objectifs réalisés. Ouais. Dans notre thématique de la semaine concernant la violence dans les sports de combat, on voudrait savoir, Michel et moi, est-ce que tu considères la boxe comme étant un sport violent? On peut pas se le cacher que le but du sport, c'est de dominer en lançant des coups. Mais ça dépend de quelle perspective qu'on peut regarder le sport. Comme si on regarde le sport tout simplement par dire que c'est 2 personnes qui se frappent, c'est sûr que ça a l'air violent comme ça. Mais si on regarde en arrière, où que tu peux dire que c'est 2 athlètes qui testent toutes leurs habiletés, comme la vitesse, la force, les réflexes, l'endurance,
la technique, tu sais, beaucoup d'aspects. Puis c'est plus pour la victoire et moins pour blesser notre adversaire, dans le fond. Exactement. Donc, comme tu dis, c'est pas nécessairement de détruire, mais plutôt de dominer. Oui, pour gagner le match. Ouais, Exactement. pour gagner le match. Le combat. Donc, c'est vraiment plus une domination dans les différentes habiletés, au niveau de la vitesse, la force, les techniques tant physiques. Quand je regarde le sport comme ça, dans le fond, c'est moins barbare, on peut dire, parce que... ça paraît moins violent. Si on regarde juste comme me dire, c'est deux personnes qui se battent, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais sais-tu un peu pourquoi on appelle la boxe l'art noble? Ouais. Ça, on peut prendre cette expression-là. À la fin du combat, c'est fini. On serre la main de l'adversaire. Oui, il n'y a pas de rancune, nécessairement. Il y a quand même un respect au niveau de l'adversaire qui est quand même plus présent, je pense, dans les sports de combat que dans d'autres sports, là, où il y a vraiment... on veut encore là, détruire ou battre notre adversaire. C'est pas quelque chose qui est nécessairement présent au niveau de la boxe. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est gagner le match puis essayer d'être le meilleur qu'on peut dans la soirée. Ouais. Donc moi, c'est ça qui m'intriguait. Je voulais savoir s'il existait vraiment une rivalité entre les deux combattants. Mais là, on vient de péter un petit peu ma bulle en me disant qu'il y a un grand respect. Là, mais c'est sûr qu'on veut gagner. C'est ça. C'est comme dans n'importe quel sport, dans le fond, on veut dominer, on veut gagner. C'est sûr qu'il y a une rivalité. C'est ça qui m'attire aussi vers la boxe. J'aime la compétition, j'aime la rivalité, j'aime aussi l'action qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est un sport qui est beaucoup plus actif. C'est un sport qui demande, qui exige au niveau physique beaucoup plus aussi. Oui, aussi. Puis c'est tous les aspects. Il y a psychologique aussi. Si t'es pas dans le bon... comment je peux dire? Le bon mental. Oui, le bon mental dans le combat. C'est sûr que ton combat, tu vas pas réagir de la même manière. Tu peux peut-être trop reculer, peut-être que tu peux trop perdre la tête, peut-être que tu vas être trop stressé. Il faut toujours que tu sois dans le milieu, que tu sois dans le présent pour bien performer. Donc, il y a un aspect aussi de contrôle, Ouais, justement, dans l'approche où on dit on veut dominer ou on veut combattre, on peut pas nécessairement se laisser aller puis de pas être organisé ou structuré dans nos tactiques ou dans nos techniques. Oui, il faut contrôler nos émotions parce que si tu peux pas te fâcher. Si tu te fâches, l'autre personne, techniquement, va juste... vraiment avoir l'avantage sur toi. Ouais. J'allais dire, oui, toi, Kevin, ça t'est arrivé 3 fois, on discutait un petit peu plus tôt, 3 fois dans ta carrière où tu as vraiment eu des coups qui t'ont ébranlé. Oui, 3, comme je peux dire que j'ai reçu un coup en plein sur le menton, puis tu as fait une petite danse, là. Tu tombes de côté un peu, mais ça dure une fraction de seconde. C'est rien de grave, moi, je peux dire. Mais j'ai jamais complètement été endormi. KO, comme on peut dire. 3 coups par surprise, mais je suis revenu après une fraction de seconde. OK. Ouais. Puis je pense que justement, dans la discussion qu'on avait, c'est qu'on voyait qu'il y avait justement eu une progression entre la boxe récréative, la boxe olympique, puis éventuellement peut-être un boxeur professionnel. Donc, est-ce que tu dirais que justement, cette progression-là, de façon par étape, t'amène à avoir justement un meilleur contrôle puis à diminuer peut-être les risques de blessures ou de commotion de par le fait que en développant tes capacités, tes habiletés techniques et physiques, tu es en mesure de mieux encaisser ou d'éviter les coups surprises. C'est sûr à 100 % que le plus de temps qu'on met sur la défensive, le plus que tu vas pas te blesser parce que moi, la première chose qu'on a commencé, c'est qu'on m'a montré comment bloquer les coups. Puis on a vraiment pris beaucoup de temps sur ça pour pas que, dans le fond, je me blesse parce que c'était la première préoccupation de mon père. C'est ça, ton père qui était ton entraîneur aussi. Que je me blesse, c'était la première chose. Je dis, il faut qu'il y ait une bonne défensive. Puis même dans mes premiers combats, c'est quelque chose que même je faisais mieux que... qu'attaquer. Mon offensive. Fait que c'est pour les combats, j'ai perdu un peu au début à cause de ça, mais j'ai pas été blessé. Puis là, à long terme, ça fait de toi un athlète un peu plus accompli. Non, c'est ça. Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait, selon toi, des effets positifs ou négatifs au fait de pratiquer la boxe pour tes capacités physiques futures, là, en termes de blessures? Est-ce que ça va avoir des répercussions? D'après moi, pour les blessures à long terme,
D'après moi, il faut qu'on fasse très, très attention. Il ne faut pas que... Exemple, quand on pratique dans le club de boxe, faire du sparring, dans le fond, avec les gants, tu pratiquais avec, tous les deux avec les casques. Moi, je ne recommande pas à faire trop souvent tous les jours parce que si on pratique quand même un rythme assez proche du combat, on peut se blesser puis ça ne sert à rien de recevoir tant de coups. Tu peux t'améliorer à faire d'autres exercices. Fait que une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, tu mets les gants une bonne fois. Ça, tu essaies de faire attention. Puis si tu es blessé, boxe pas le lendemain. Prends une pause. Faut pas que... Moi, je pense vraiment pour me préserver. J'ai pas le goût de me blesser et pas être capable de boxer, exemple, dans 10 ans. J'aimerais ça quand même être capable d'au moins de bouger. Connaître une longue carrière. Ça, parce que je veux me tenir en forme toute ma vie. Si quelqu'un est blessé et il peut plus bouger à l'âge de 40, 50 ans... Ça sera pas le fun. Ouais. Bon, bien, Kevin, merci d'avoir été là. On va te souhaiter une super belle carrière, une longue carrière. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir reçu. Merci beaucoup. Pour le hockey, propriétaire-joueur, monnaie courante pour la LNH. Quelques partisans étaient étonnés de voir le copropriétaire Éric Lajeunesse dans l'alignement contre Trois-Rivières le 14 novembre dernier. C'est une pratique habituelle dans le circuit Godin. Il n'y a pas juste Éric Lajeunesse qui a déjà porté les couleurs de son équipe respective. Le président de la LNAH, Michel Godin, a mentionné qu'il n'y a aucune règle qui empêche un propriétaire de porter les couleurs de son club. Certains pensent que ça peut nuire à l'image de la Ligue, mais Michel Godin nous confirme que non. Par ailleurs, plusieurs ont remarqué le nombre élevé de joueurs utilisés avec les Lavallois. Près de 40 joueurs ont déjà disputé un match avec les Prédateurs de Laval. Les équipes n'ont aucune limite, mais une liste de 50 joueurs protégés est établie dans le circuit Godin. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP cette semaine où on regarde les qualités ou les habiletés pour être un bon combattant. Donc, on a eu le sport invité cette semaine qui était la boxe. On a parlé un peu des sports de combat. Donc, qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité? C'est bien sûr que à prime abord, il va avoir des habiletés physiques, c'est-à-dire avoir une bonne forme cardiaque, un bon cardio, avoir aussi une bonne forme physique, une bonne force physique. Donc, bien sûr qu'à la base, on doit avoir des habiletés physiques qui vont nous amener à pouvoir à encaisser ou à pouvoir faire les entraînements, faire les combats nécessaires. On va avoir aussi des habiletés techniques, comme on l'a mentionné ou comme on en a discuté au niveau de la boxe. C'est pas parce que je suis intéressé, j'ai un intérêt ou j'ai un goût de me lancer dans la boxe que je vais immédiatement arriver à faire des combats et je vais avoir une progression qui va être au niveau de ma technique. Donc, d'avoir une précision, de développer ma précision, de développer ma coordination, la vitesse avec laquelle je peux lancer les coups. Donc, outre les habiletés physiques, les habiletés techniques, il y a aussi des habiletés mentales. Je pense que pour moi, le boxeur ou le combattant, l'athlète d'un sport de combat est probablement l'athlète qui a une force mentale très développé et qui représente pour moi un apothéose ou un idéal au niveau de la capacité mentale. Donc, à prime abord, une des premières habiletés ou une des premières caractéristiques, qualités d'un bon combattant, c'est la confiance en soi. Donc, il faut être en mesure de savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, être en mesure de bien se connaître comme athlète, être en mesure aussi de bien connaître les forces et les faiblesses de notre adversaire et savoir qu'on va être capable de répondre à peu importe ce que notre adversaire peut nous lancer au niveau stratégie, au niveau technique. Donc, avoir une bonne confiance en soi, c'est un des éléments importants au niveau de devenir un bon combattant. Deuxième habileté mentale qui serait importante à avoir pour connaître du succès dans les sports de combat, c'est le contrôle. Souvent, on va avoir la perception qu'un combattant, c'est quelqu'un qui avance, qui est toujours dans l'attaque et donc qui est peut-être pas en contrôle de ses actions, de ses émotions, de sa technique. Mais au contraire, pour connaître du succès dans un sport de combat, il faut être en mesure de bien contrôler ses actions, ses émotions, ses pensées. Donc, si je connais des rondes ou si je connais des combats, ça va plus ou moins bien, comment je fais pour m'en ressortir? Donc, ma capacité à relaxer ou ma capacité à refocusser. Quand on regarde les combats de boxe, chaque ronde a une durée de 3 minutes, mais l'arrêt ou la pause entre les
entre les rounds dure seulement qu'1 minute. Donc, tout dépendamment de comment ça s'est passé, est-ce que j'ai connu une bonne ronde, est-ce que j'ai été dominant ou dominé, je dois être capable de rapidement me refocuser sur mes habiletés, sur mes capacités, sur la technique ou la stratégie que j'ai de développer pour ce combat-là, pour cet adversaire-là. Troisième habileté, troisième qualité, c'est justement de respecter mon adversaire. Je ne peux pas me lancer dans un sport de combat sans nécessairement bien connaître la personne contre qui je vais combattre. Je dois savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses lacunes. J'ai en quelque sorte à démontrer, pas nécessairement un respect, mais du moins une bonne connaissance, puis d'avoir un peu cet échange-là respectueux entre mon adversaire pour que je puisse connaître le succès. Finalement, je pense qu'un des éléments importants à avoir dans un sport de combat, c'est ce que j'appelle l'instinct du tueur ou le killer instinct, c'est être capable de saisir l'opportunité quand je sens que je suis en mesure ou en position dominante de bien faire et de bien passer à l'action. Donc, vous cherchez à développer ces habiletés-là chez vos athlètes, vous voulez qu'ils soient combattants ou autres, vous souhaitez en connaître davantage sur la préparation mentale, on vous invite à visiter notre site www.cmpcoaching.ca. Au football, Sénécal et Finnerty à l'honneur. Jonathan Sénécal a été le joueur offensif par excellence dans le camp des Maraudeurs. Il a réussi 16 passes pour un gain de 294 verges. Il a aussi été le héros à l'attaque pour les Maraudeurs. Il a lancé 6 passes de toucher. Il a réussi 18 courses avec un total de gain de 246 verges. Il a inscrit un touché lorsque les adversaires lui ont donné la chance de porter le ballon. Sans surprise, il a été nommé le joueur par excellence de la finale provinciale. Pour sa part, Kevin Finnerty a été nommé joueur défensif par excellence du Collège Laval. Il est l'auteur de 15 plaqués et réalisé une perte de ballon pour l'adversaire. On souhaite un grand futur à ces deux joueurs. C'est ce qui met fin à cette émission de Sport 9 Laval pour la semaine. Suite à la question qu'on vous avait posée la semaine dernière concernant l'intervenant ou l'intervenante qui est le plus important dans le développement d'un athlète, on a eu des réponses. Vous avez été plusieurs à nous répondre. On a sélectionné quelques réponses. On a Sean de Laval qui nous dit que pour lui, ils sont tout aussi importants dans le développement d'un athlète. C'est un travail d'équipe. On a Alex de Boisbriand qui nous dit que selon lui, ce sont les parents et l'entraîneur qui ont un rôle très important à jouer dans le développement d'un athlète. Dans le rôle d'importance, on aimerait remercier nos chroniqueuses nutrition Marie-France Lalancette ainsi que notre lectrice de nouvelles Laurence Paquin-Coutu. Moi, je te remercie, Michel. Merci à toi. Bien, ça fait plaisir. Et puis, je vous lance notre question de la semaine en terminant. On veut savoir, est-ce que la violence dans les sports peut nous rendre agressifs dans la vie de tous les jours? Donc, gênez-vous pas à venir répondre à notre question sur notre compte Twitter avec agressivité ou pas à Sport 9 Laval. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Au revoir.